Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast de la GOF. Océane reçoit aujourd'hui le docteur Moquet, biologiste médical au Centre de biologie du Nivernais, laboratoire pour les centres hospitaliers de l'agglomération de Nevers, de Decize et de la Charité-sur-Loire. Spécialiste en biologie polyvalente, il est notamment référent en microbiologie et biologie moléculaire, et c'est à ce titre qu'il nous partage les résultats d'une étude à laquelle il a participé sur le HTLV1. Alors bonjour Dr Moquet, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast pour parler aujourd'hui d'un sujet méconnu, souvent méconnu en tout cas, l'HTLV. Merci. Donc l'HTLV, ça veut dire Human T-Cell Lymphotropic Virus Type 1. C'est le premier rétrovirus humain pathogène et oncogène qui a été découvert en 1980 par l'équipe de Max Gallo, 3 ans avant son beaucoup plus célèbre cousin éloigné, le VIH. Comme son célèbre cousin, il cite principalement les lymphocytes T4. Il se transmet par le sang ou les tissus infectés. Il se transmet de la mère à l'enfant, pratiquement que par l'allaitement, et par les rapports sexuels, surtout dans le sens homme vers la femme. Une fois contaminé, le patient est infecté et contagieux pour la vie entière, comme pour le VIH, il n'y a pas de guérison. Pourquoi il y a un sens, est-ce qu'on a une idée de pourquoi il y aurait un sens préféré de transmission de l'homme vers la femme? Alors, peut-être le fait d'être receveur est plus traumatique. Je sais que c'est ce qui est la prévalence augmente régulièrement dans les populations endémiques chez la femme, elle bouge pas trop chez l'homme. D'accord, ok, intéressant, merci. Alors, c'est un virus dont on a peut-être entendu parler pendant ces études à propos de 2 maladies graves en fait. Il est surtout connu pour être associé à 2 maladies graves. La première, c'est la leucémie lymphome T liée à HTLV. C'est une des hémopathies les plus agressives connues. Elle a un pronostic extrêmement péjoratif avec une médiane de survie inférieure à 1 an à cause d'une importante chimiorésistance et d'une immunodépression d'Iro-1-8. Voilà. La deuxième maladie grave connue associée à HTLV, c'est la myélopathie associée à HTLV, qui se manifeste par une paraparésie spastique lentement progressive, des troubles vésico-sphinctériens et des signes sensitifs inconstants. Voilà. On estime qu'après 10 ans d'évolution, plus de la moitié des malades seront couillés en fauteuil roulant. Alors, ces 2 affections, elles vont se développer chez une minorité de patients, à peu près 3 à 7% des patients affectés par HTLV, avec une latence clinique de plusieurs années pour la myélopathie à plusieurs dizaines d'années pour la leucémie lymphome T. Le fait que ces maladies, le spectre d'atteinte de ces maladies dépend de la typologie de patient. On peut notamment noter que la leucémie lymphome T ne semble se développer pratiquement que chez les patients qui ont été contaminés pendant l'enfance par l'allaitement. Et dans cette population spécifiquement, il y a un risque de développer l'infection sur la vie entière qui est estimé à peu près à 25%. Donc, il y a d'autres atteintes de type inflammatoire chronique comme des uveites, des polymyosites, des dermatites ou des atteintes infectieuses liées à l'immunodépression d'Iro-1-8 comme l'anguillulose maligne qui sont également associées au virus, toujours chez une minorité de patients. Ainsi, la majorité des patients en fait va rester apparemment cliniquement asymptomatique. Le problème, c'est qu'il y a le spectre des affections liées à l'infection chronique à HTLV reste en fait encore grandement inconnu. Dans une récente méta-analyse, il ressort que les individus infectés par HTLV ont un risque de mortalité précoce augmenté de 57%. Et ce chiffre, il peut pas être expliqué par les connaissances actuelles. Intéressant, oui. Donc quand même une maladie qui peut avoir de vraies complications. Oui. Vous avez évoqué les formes des enfants contaminés via l'allaitement. Est-ce qu'on a une idée de l'incidence et de la prévalence de cette infection de manière générale ou en particulier dans la population? Alors, on a quelques chiffres de prévalence qui sont malheureusement très loin d'être complets. Au niveau mondial, on estime qu'il y a au moins 10 millions de personnes qui sont infectées, mais c'est un chiffre qui est très largement sous-estimé, sachant qu'on dispose que de data sur des pays ne regroupant à peu près qu'1,5 milliard d'individus, et que ces datas sont souvent incomplètes ou biaisées. Typiquement, c'est des datas sur le don du sang ou des petites études dans certaines régions, voilà. Sur la base des données dispo, donc ce virus, il est présent sur les 5 continents habités, avec cependant une répartition géographique, voire surtout ethnique, très hétérogène, avec des régions endémiques qui côtoient parfois des régions documentées indemnes d'infection, parfois au sein du même pays.
Alors, les principales zones d'endémie documentées, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud et pardon. Les principales zones d'endémie documentées sont l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud et la Caraïbe, et ceci inclut les Antilles françaises et la Guyane française, et le Japon en Asie. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de cas d'infection liés à l'allaitement ou pas? En fait, c'est des études par pays, ça va dépendre. En fait, on considère par exemple typiquement que la leucémie lymphomatée, c'est dû à l'allaitement. Après, la transmission sexuelle n'est pas nulle. On manque beaucoup de données de screening, notamment dans les périodes néonatales, etc. C'est en train de bouger, mais effectivement, on manque beaucoup de données de prévalence d'une manière globale et générale et spécifique, y compris dans les pays comme la France. Alors, en Europe et en France métropolitaine, on pense que la prévalence générale est vraisemblablement faible, mais en fait, on ne dispose pas réellement de données nationales représentatives. En France, les seules données disponibles qui sont régulièrement mises à jour sont celles issues du don du sang. Mais ces données, elles sont biaisées. Alors, d'une part, parce que les personnes racisées sont très sous-représentées parmi les donneurs. Ça pose notamment des problèmes pour les impasses transfusionnelles, pour les petits drépanocytaires, etc., etc. Et par définition, les donneurs, ils sont sélectionnés sur des critères de risque d'infection. Pour la période 2020-2022, voilà, la prévalence d'infection HTLV1, elle était d'environ 0,5 pour 10 000 nouveaux donneurs, et c'est presque 2 fois celle du VIH. Quand on regardait les facteurs de risque au sein de cette population de nouveaux donneurs, il y avait seulement un peu moins de la moitié qui était originaire de zones d'endémie, et un tiers qui rapportait comme seul facteur de risque avoir eu des relations sexuelles avec un ou des partenaires originaires de zones d'endémie. Et c'est très certainement un problème de personnes racisées en France, mais je pense que ça a un petit peu dépassé les communautés antillaises, africaines. Et ça serait intéressant, en fait, dans toutes les situations à risque, de dépister. Il faudrait déjà commencer par les populations à risque, je pense. Voilà. Alors moi, quand j'ai fait un peu de biblio, dans une étude de 2005, sur un peu plus de 10 000 femmes en région parisienne, j'ai retrouvé une prévalence autour de 0,115%. Dans cette étude, c'est à peu près le même ordre de grandeur que celle du VIH, sachant qu'effectivement, là aussi, ça doit être biaisé parce que je pense que sur la région parisienne, en proportion, il y a un petit peu plus de personnes racisées que dans d'autres régions en métropole. Et donc, si la prévalence générale, elle est faible, il existe des groupes à risque de par leur origine en France. On estime qu'il y a à peu près, il y a plus de 2,1 millions d'habitants originaires d'Afrique subsaharienne qui vivent en métropole, en se limitant aux migrants de première et deuxième génération. Et il y a un tiers des natifs des Antilles et de la Guyane, âgés de 15 à 64 ans, qui vivant en France, qui ont quitté leur territoire d'origine pour la métropole. Donc effectivement, il y a des populations à risque, même si on n'a pas de données de prévalence très fiables, on sait que de par leur origine, il y a des populations à risque en France métropolitaine. Dans le contexte de l'allaitement, est-ce que vous pensez que c'est ces populations-là qu'on devrait penser au dépistage? Alors oui, surtout qu'il y a un problème, de mon point de vue, il y a un problème dans les recommandations de dépistage. En fait, le dépistage du HTLV en France, il est réglementairement obligatoire pour tout ce qui est don. Pour le don du sang, et en métropole juste pour les premiers donneurs à partir de 2017, pour tout ce qui est contest de greffe au sens large, pour les dons de gamètes et pour les dons de léolactarium. En Antilles-Guyane, le dépistage est aussi systématiquement proposé aux femmes enceintes depuis 1989. Donc tout ça, c'est un peu du réglementaire. Et en fait, quand on regarde après les autres recommandations nationales, il n'y a rien. J'ai cherché beaucoup, il n'y a rien. Alors jusqu'à très récemment, il y a des recommandations conjointes de la SPILF, de la Société française de pédiatrie et de la Société française de lutte contre le SIDA qui viennent de sortir des recommandations pour le bilan de santé à réaliser chez toute personne migrante primo-arrivante. Et dans ces recommandations, il est dit que chez les femmes en âge de progrès originaires d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine et des Caraïbes et du Japon, il faut faire un dépistage HTLV. Voilà. Alors c'est très bien, c'est un premier pas. Le problème, c'est que ces recommandations, je pense, ceux qui vont s'en emparer, c'est surtout ceux qui prennent en charge au quotidien cette typologie de patients, les médecins de passe, sûrement les pédiatres de PMI. Et je suis pas sûr que les gynécos, les sages-femmes aillent s'emparer de ces recommandations. Et en tout cas, là, ce dépistage chez les femmes en âge de procréer originaires de zones d'endémie, pour moi, ils doivent être pris dans les recours, notamment HAS. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter sur ce sujet? Je me suis intéressé en fait à ce sujet en fait suite dans ma pratique quotidienne, on a diagnostiqué dans mon hôpital un cas de leucémie lymphomatée assez dramatique.
Et en fait, c'est ce qui m'a fait poser des questions. Effectivement, l'HTLV, c'était dans un coin de ma tête, notamment pour l'hémopathie, parce que les cellules ont un aspect particulier, mais effectivement, c'est vraiment, au mieux, c'est un élément de connaissance générale, mais c'est pas quelque chose qu'on applique au quotidien. Donc, on a essayé dans le réseau du Collège de bactériologie, virologie, hygiène des hôpitaux, de voir un petit peu ce qu'il en était dans la vie réelle, le dépistage HTLV en France. Donc, on a fait une petite étude dans 23 laboratoires qui étaient répartis. Alors, il y en avait deux, il y en avait deux aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, et 21 en France métropolitaine. Tous ces labos, ils faisaient la biologie pour 55 hôpitaux, 18, un peu plus de 18 000 lits de court séjour MCO, à peu près 22 maternités qui ont pris en charge à peu près 51 000 naissances, donc à peu près 7,2% des naissances en 2022, et 12 Cégide. Et on a regardé en fait ce qui se passait du 1er janvier 2018 jusqu'à fin 2023, la date de l'étude. Et en fait, c'est assez, c'est un peu désolant, c'est qu'effectivement, les dépistages réglementaires, ils sont faits, ils sont protocolisés, même en fait quand les laboratoires ne font pas ces dépistages réglementaires, hein. Il y a des laboratoires qui n'envoient pas de lait au lactarium, ils ont un protocole, le dépistage de lait au lactarium. Mais le dépistage anténatal, il y a 75% des labos métropolitains qui ont dit qu'ils n'ont fait aucune sérologie HTLV en contexte anténatal. Et ça monte même à 85% si on inclut les labos qui en ont fait que de manière anecdotique, c'est-à-dire 1 ou 2 tests sur une période de 6 ans. Voilà. Ce qui est un petit peu bizarre parce que du coup, on dépiste du lait qui va être congelé, enfin, qui va être pasteurisé, qui va être congelé, où les bébés vont avoir les bons bébés vont recevoir sur une courte période de temps. Par contre, pour l'allaitement sur une longue période avec du lait cru chez les populations à risque, on ne fait rien. Plus anecdotique, il n'y a aucun des laboratoires métropolitains qui fait un dépistage HTLV dans le cadre des AES, fascinant d'exposition au sang. Voilà. Alors que bon, je suis pas sûr je connais pas le risque, mais typiquement, on le fait dans le don du sang, alors que les culots de sang sont déleucocytés et au niveau cellulaire, le virus se transmet surtout de cellule à cellule. Et pour les Cégide, il n'y a aucun des laboratoires métropolitains, des 12 laboratoires métropolitains, qui n'a fait de dépistage HTLV pour un Cégide dans l'étude. Il y a beaucoup à faire sur cette thématique. Est-ce qu'il y a des complications de la grossesse qui auraient été reliées à l'HTLV? Pas à ma connaissance. Oui, la mienne non plus, mais d'accord. Donc, si on voulait synthétiser les messages que grâce à vous, on va réussir à faire passer un petit peu aujourd'hui, on pourrait proposer alors de discuter des dépistages de l'HTLV chez les mamans qui ont un projet d'allaitement, voire qui allaitent, et notamment chez celles qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, Amérique latine, pourtour méditerranéen et Japon, c'est ça? Alors non, Caraïbes, Amérique du Sud. À ma connaissance, sur le pourtour méditerranéen, il n'y a pas de zone d'endémie. Donc c'est Amérique du Sud, Caraïbes, Afrique subsaharienne pour la France et Japon. Voilà. Après, il y a d'autres pays d'endémie, notamment il y a un pays qui est considéré comme un pays d'endémie en Europe, c'est la Roumanie. Sur des données très parcellaires, mais il y aurait peut-être plus de 0,5 à 1% de prévalence en Roumanie. D'accord. Et du coup, chez les patientes dépistées positives, on aurait quel discours? Une contre-indication à l'allaitement alors? Alors, une contre-indication à l'allaitement, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune recommandation de prise en charge derrière, vraiment rien. Si, par contre, alors, si vous êtes positive, on déconseille fortement l'allaitement. Après, quand on regarde dans la littérature, un allaitement qui dure moins de 3 mois, le risque est très très minime, voilà. Mais bon, c'est ça. Mais effectivement, donc une maman positive, on déconseille l'allaitement. Et après, il faudrait organiser un suivi. Alors le problème, c'est que le suivi n'est pas du tout codifié. Il y a certains outils comme la charge virale qui est liée à un pronostic plus défavorable et qui permettrait éventuellement de monitorer un traitement, mais rien n'est codifié. Mais par contre, ce qu'on sait quand on commence à s'intéresser dans la littérature, c'est que plus on prend tôt les complications, meilleures sont les chances de guérison. D'accord. Mais c'est vrai que on peut penser que ça pourrait être un frein de proposer ça à la maman parce qu'on va lui dire vous êtes HTLV positive et on n'a rien à vous proposer et vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est tout à fait vrai. Ouais. Après,
effectivement, c'est un peu le pauvre délaissé. On sait notamment qu'il y a certains antirétroviraux qui marchent contre le VIH, qui marchent in vivo sur le HTLV, et notamment les spécialistes mondiaux appellent les laboratoires comme Gilead ou voilà. En fait, quand ils font des études sur l'efficacité thérapeutique d'antirétroviraux, ils fassent le statut HTLV pour qu'on ait des datas en même temps, quoi. Ça ne demande pas beaucoup de travail. Et les zones d'endémie, notamment en Afrique subsaharienne, ont tendance un petit peu à se recouvrer. Donc, on aurait des datas, parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas de traitement spécifique pour l'HTLV. Il y a quelques case reports qui relatent l'utilisation d'antirétroviraux au VIH, qui semblent pas marcher trop mal. Mais voilà, c'est des case reports et il n'y a pas du tout de recommandation. D'accord. Merci beaucoup, Dr Moquet, pour toutes ces informations sur l'HTLV. Un plaisir de vous avoir reçu sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.